Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et effectivement, comme je vous le disais, cela peut paraître incroyable, mais les deux principaux quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, consacrent leur manchette de ce dimanche matin au Giro. Vous pouvez le voir, c'est la manchette du Yediot Aharonot de ce matin. C'est la seconde course cycliste la plus importante au monde après le Tour de France. Et donc, ces journaux vantent l'engouement de dizaines de milliers d'Israéliens qui, il faut bien l'avouer, jusqu'à présent n'étaient pas particulièrement passionnés par le cyclisme professionnel, mais qui sont devenus des amateurs, de véritables fans de cette compétition. Après le prologue de vendredi dans les rues de Jérusalem et l'étape d'hier de Haïfa à Tel Aviv en passant par Saint-Jean d'Acre, les deux journaux. Et je vous montre donc le Yediot Aharonot qui titre Anachnu ala Mapa, nous sommes sur la carte, c'est-à-dire nous sommes sur la carte du cyclisme international. Les deux journaux nous montrent à l'intérieur, dans leur page intérieure, des photos des 175 ou 177 coureurs avec en toile de fond des drapeaux d'Israël, des photos que l'on voit dans le Israël Hayom et celle d'un coureur au bord des murailles de la vieille ville de Jérusalem vendredi pour le contre-la-montre. Et le Israël Hayom titre ce matin le spectacle du bel Israël. Il affirme: nous ne pouvions pas rêver d'une meilleure publicité. Sylvana Adams, dont nous venons de parler avec Eliana, qui est brusquement donc sortie de l'anonymat après avoir financé cette folle organisation, affirme avant même l'étape de Be'er-Sheva à Eilat d'aujourd'hui: nous avons prouvé que nous sommes un beau pays. 1 milliard de personnes ont pu voir que nous étions un pays normal. C'est un succès colossal. Cela valait le coup, on peut dire, avec un P et avec un T pour lui, c'est-à-dire cela valait le coup. Et le coût cher qu'il a payé pour l'organisation de ce départ du Giro, puisqu'on estime qu'il a versé plus de 100 millions de shekels donc pour ces 3 journées de folie rose du Giro 2018. Alors même si 1 milliard de téléspectateurs, c'est peut-être un petit peu exagéré, il est certain que des dizaines, voire peut-être même plus de millions de téléspectateurs ont regardé ces images d'Israël en Europe, et cela fait du bien, on va dire, à notre fibre chauviniste. Bien entendu, on est tout à fait satisfait de voir que l'on présente l'État d'Israël de cette manière. Adams a affirmé qu'il allait consacrer sa vie à prouver que l'État d'Israël était un État normal. On lui souhaite bien entendu beaucoup de chance dans son initiative. Dans le Israël Hayom, Tal Brody, l'une des légendes du sport israélien, qui était avec le Maccabi Tel Aviv champion d'Europe, admet que ce qui se passe actuellement avec le Giro 2018 dépasse de loin le sport, et il rend hommage donc à Sylvain Adams pour avoir permis la réalisation de ce rêve. Le Yediot a des airs poétiques ce matin pour décrire cet événement. Les roues de l'histoire, titre le journal ce matin en page 2 et 3, et le journal parle des dizaines de milliers de personnes, d'Israéliens, qui ont accompagné ce peloton vendredi à Jérusalem et hier sur la route entre Haïfa et Tel Aviv. Mais revenons à l'actualité plus brûlante encore que l'asphalte sur lequel les coureurs du Giro ont parcouru hier plus de 170 km, et il s'agit cette semaine de la semaine cruciale pour l'avenir de l'accord de Vienne. Et comme il fallait s'y attendre, Binyamin Netanyahou se rendra à Moscou ce mercredi pour une 7e rencontre avec Vladimir Poutine, la 8e en 2 ans, la 7e en 14 mois, pour justement débattre de cet accord et de la situation en Syrie, avec, on peut le dire, une intensification des opérations israéliennes. On les a vues, même si elles n'ont pas été confirmées par les autorités israéliennes, contre l'implantation iranienne dans ce pays, où Binyamin Netanyahou rencontrera Vladimir Poutine mercredi donc à Moscou pour tenter de le persuader de ne pas fournir à la Syrie des missiles S-300, et pour essayer de maintenir intacts les systèmes de coordination militaire entre les deux armées de l'air, l'armée de l'air israélienne et l'armée de l'air russe, qui circulent dans le ciel syrien. Et les sites d'information indiquent que Vladimir Poutine a demandé à Binyamin Netanyahou donc d'être son invité pour le défilé de la victoire du 8 mai 45. Les quotidiens expliquent que le Premier ministre se rendra mardi également sur l'île de Chypre pour une rencontre tripartite avec le président chypriote et avec le Premier ministre grec, et de là il s'envolera vers Moscou. Et en marge de la décision que doit prendre le président américain Donald Trump d'ici le 12 mai, c'est-à-dire d'ici samedi, le Israël Hayom annonce que John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain,
on peut dire principal responsable de cet accord de Vienne extrêmement controversé, s'est entretenu il y a 15 jours avec le chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarif, qui est venu exprès à New York pour y rencontrer Zarif, qui était donc aux Nations Unies, et tenter de persuader les représentants des pays signataires de ne pas remettre en cause cet accord de Vienne. Les sites d'information et ce matin les journaux se font l'écho des excuses présentées par Mahmoud Abbas vendredi pour ses propos antisémites, les propos qu'il a tenus lundi soir devant le Conseil national palestinien. Je n'ai pas eu l'intention de gêner, de vexer les juifs, et si des personnes en particulier des juifs ont été touchées par mes paroles, je m'en excuse. Je respecte beaucoup le judaïsme comme toutes les religions. La Shoah, a dit Abbas, est le plus grand crime contre l'humanité. Fin de citation. Des excuses qui, il faut bien l'avouer, sonnaient quelque peu faux après le spectacle qu'Abbas nous a offert lundi soir dernier devant le Conseil national palestinien à Ramallah. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a repoussé purement et simplement ses excuses. Dans son compte Twitter, Lieberman a écrit hier « Abbas est un négationniste médiocre qui a écrit un doctorat négationniste et un livre négationniste sur la Shoah. Pour le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, ces excuses n'ont été faites que pour des besoins politiques. Selon Israël Hayom, ces excuses pourraient avoir été exigées par l'Union européenne qui avait condamné les propos d'Abbas, les jugeant inacceptables. Mais dans les réseaux sociaux arabes, on s'est étonné de telles excuses et on critique depuis hier Mahmoud Abbas avec virulence. Que se passe-t-il à la frontière entre Gaza et Israël ? Les quotidiens et les sites d'information soulignent que la journée de vendredi s'est déroulée avec nettement moins de tensions que les précédents vendredis. Peut-être est-ce dû à la chaleur extrême qui régnait dans la région ce jour-là. Peut-être est-ce que les Palestiniens ont préféré suivre le Giro à la télévision. Toujours est-il que pour la première fois depuis un peu plus d'un mois, on n'a pas recensé de Palestiniens tués lors des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes d'un côté de la barrière de sécurité et les manifestants palestiniens de l'autre côté. Selon le Yediot Aharonot, il n'y avait guère plus de 2000 manifestants vendredi le long de cette barrière, mais les journaux insistent sur le fait que vendredi, les Palestiniens s'en sont pris à l'artère principale reliant Gaza au reste du monde, le poste passage de Kerem Shalom, et l'ont incendié. Ils ont incendié des réservoirs de fuel qui sont destinés à la consommation de la population palestinienne elle-même. Mais si le vendredi s'est déroulé, on va dire, sans trop d'incidents, la journée d'hier a été marquée par une mystérieuse explosion qui s'est produite au cœur de la bande de Gaza, près de Dir el-Balah. Au sein de la direction du Hamas, on affirme que les victimes, 6 victimes recensées après cette explosion sont des membres du génie de la branche armée du Hamas qui étaient en train de désamorcer, de déminer une bombe qui avait été lancée par un avion de chasse israélien durant l'opération Bordure protectrice pendant l'été 2014 et qui n'avait pas explosé alors. Parmi les tués, 2 commandants des unités de génie de la branche armée donc du Hamas. Et puisque nous sommes au début d'une semaine diplomatique très chargée, comme je le disais, une semaine qui se terminera par la décision du président américain Donald Trump à propos de l'accord de Vienne, sachez que le Yediot Aharonot nous révèle une anecdote qui est arrivée au consul général d'Israël en second à Chicago, Itai Milner. Celui-ci avait commandé un véhicule Uber pour se déplacer dans la ville il y a 2 jours, mais alors qu'il avait pris place à l'intérieur, il a reçu une conversation téléphonique et a répondu naturellement en hébreu, en ivrite. Le chauffeur a commencé à s'énerver et l'a sommé de quitter le taxi immédiatement, ce que le diplomate israélien a été contraint de faire. Voilà donc pour la petite anecdote qui clôture cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre second invité, Eli Schoenfeld, qui parlera, comme je vous le disais tout à l'heure, l'aspect spirituel de la révolte et des événements de mai 68, après le retour vers la religion de plusieurs des leaders de mai 68, entre autres, bien entendu, Benny Lévy, qui est le plus célèbre des leaders de cette révolte de mai 68. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.